À l'aube du 16 août 2025, 57 camions sont stoppés net à la frontière sud du Burkina Faso. En quelques heures, une saisie clandestine bascule l'image d'un État assiégé vers celle d'un appareil capable de détecter, bloquer et exposer un corridor logistique régional, sans escalade immédiate. Que dit cette nuit sur la guerre invisible qui entoure chacun d'entre vous et sur ce que révèle vraiment l'ombre portée autour d'Ibrahim Traoré? Si ce convoi a été arrêté à temps, d'autres ont peut-être déjà franchi les radars. Ce récit s'engage à dépasser l'image spectaculaire d'un convoi immobilisé pour examiner ce que la nuit du 16 août a réellement déclenché. Comprendre ce basculement aide à anticiper menaces, décisions et coups collectifs. L'enjeu n'est pas d'exalter un succès isolé, mais d'identifier Kwamani. Comment une interception peut agir comme révélateur systémique, exposant chaîne logistique, vulnérabilité interne et arbitrage politique sous contrainte. Ce texte promet une lecture rigoureuse. Ce que les faits montrent, ce qu'ils ne montrent pas encore, et ce qu'ils obligent déjà à décider. Un risque traverse l'analyse. Surestimer un coup d'éclat et relâcher l'attention face à des réseaux qui apprennent vite. Sous-estimer des indices concordants et manquer l'occasion de transformer une alerte en doctrine durable. Entre ces deux écueils, la méthode reste factuelle, appuyée sur des données vérifiables et des comparaisons prudentes. Un microsignal guide la suite. Lorsqu'un corridor testé est dévoilé, l'histoire ne s'achève pas, elle commence. La question devient stratégique. Qui s'adapte le plus vite et à quel coût pour la sécurité régionale autour d'Ibrahim Traoré? Deux figures structurent les premières heures qui suivent l'interception et donnent chair à un événement souvent réduit à des chiffres. Sur le terrain, le capitaine Moussa Kaboré incarne la décision sous contrainte. Son témoignage sobre et sans emphase décrit une nuit dominée par les signaux faibles plutôt que par les certitudes. Une route anormalement silencieuse, une cadence trop lente, puis un ordre d'arrêt donné sans garantie d'appui immédiat. Ce choix ne stoppe pas seulement des camions, il déclenche une chaîne d'action où la vitesse devient décisive. À Ouagadougou, le général Zerbo orchestre la réponse institutionnelle. Depuis la salle d'opération, les flux d'informations sont comparés, hiérarchisés, puis traduits en décisions concrètes. Les corridors terrestres sont verrouillés avant que les chauffeurs ne saisissent l'ampleur de l'encerclement. Cette synchronisation réduit drastiquement la capacité d'improvisation du réseau clandestin et empêche la dispersion rapide des cargaisons. Le temps, habituellement allié des trafiquants, bascule en faveur de l'État. La comparaison est éclairante. Sans la vigilance individuelle, la coordination centrale n'aurait rien à agréger. Sans la coordination centrale, la vigilance individuelle serait restée isolée. Les deux niveaux se renforcent mutuellement, comme deux plaques qui se verrouillent au moment précis où la pression augmente. Cette articulation transforme un épisode ponctuel en modèle d'action reproductible. En arrière-plan, la posture d'Ibrahim Traoré agit comme un stabilisateur. En privilégiant la preuve sur la proclamation, il évite que l'événement ne se dissolve dans la rhétorique. L'effet immédiat est clair. Confiance opérationnelle accrue et lisibilité renforcée pour l'opinion. Une décision isolée peut reconfigurer tout un système. Avant le 16 août, le corridor paraît presque banal. Des routes secondaires déjà empruntées, peu fréquentées, à l'aube, intégrées depuis longtemps aux routines informelles de circulation. Après l'interception, chaque kilomètre devient un espace contrôlé, chaque arrêt un point de bascule. Entre ces deux états, tout se joue en quelques heures, selon une séquence précise qui révèle la mécanique d'une opération pensée pour la vitesse et le silence. Le déclenchement commence peu après 4 heures du matin. Les premiers rapports signalent d'un convoi inhabituellement dense progressant à un rythme trop lent pour être anodin. Cette lenteur n'est pas une faiblesse, mais un test.
tester la vigilance, mesurer les réactions, vérifier que les radars humains et administratifs restent endormis. L'ordre d'arrêt est donné. Les camions s'immobilisent, les conducteurs hésitent, aucun coup de feu, aucune fuite immédiate. Cette absence de violence confirme un soupçon central. L'opération misait sur l'invisibilité, non sur l'affrontement. En quelques minutes, l'alerte remonte la chaîne hiérarchique. À Ouagadougou, la montée en régime est rapide et méthodique. Les salles de commandement s'activent. Les données de terrain sont croisées avec des flux déjà surveillés. Mouvements financiers, signaux cyber, itinéraires connus. Une information circule, brève et lourde de conséquences. Le convoi n'était pas seul. À cet instant, l'événement cesse d'être une saisie spectaculaire. Il devient une crise systémique. Les forces spécialisées sont mobilisées. Les accès secondaires sont verrouillés avant que le réseau clandestin ne puisse se disperser. Le temps, habituellement un avantage pour les trafics, change de camp. Le pic de tension survient avec les premières perquisitions simultanées. Entrepôts, garages, domiciles privés. Les portes s'ouvrent presque au même moment. Dans plusieurs lieux, des stocks apparaissent, conditionnés, prêts à être distribués. Chaque découverte confirme que le convoi du 16 août n'était qu'un élément visible d'une architecture bien plus vaste. Au fil des heures, le puzzle se précise. Les enquêteurs identifient des sociétés écrans, des relais administratifs, des itinéraires de repli. Les pièces ne s'additionnent pas au hasard. Elles dessinent un système cohérent, pensé pour résister aux coups isolés. Plus les saisies avancent, plus l'ampleur de la préparation devient évidente. Sur le plan politique et diplomatique, la tension monte en parallèle. Certaines chancelleries demandent des explications, d'autres insinuent un manque de transparence. La tentation d'une surenchère verbale existe. Ibrahim Traoré tranche autrement. Il impose une règle simple et constante: avancer au rythme des preuves, montrer ce qui est établi, se taire sur ce qui ne l'est pas encore. Cette discipline narrative empêche l'emballement et protège la suite de l'enquête. Dans le pays, les répliques sont immédiates. Les images des camions alignés circulent largement. La stupeur initiale laisse place à une fierté prudente. Dans les casernes, la mobilisation se renforce. Dans les administrations, les procédures sont resserrées. Chacun comprend que l'épisode ne se refermera pas en 24 heures. Il a ouvert une phase nouvelle. À la fin de cette séquence, une certitude s'impose. L'événement n'a pas seulement stoppé un flux, il a révélé un rythme, celui d'un réseau capable d'anticiper et celui d'un État qui, cette fois, reprend l'initiative sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Avant le 16 août, la menace restait diffuse. Après, elle devient mesurable. Trois repères chiffrés structurent cette bascule et imposent une lecture méthodique de ce qui a été évité, sans extrapolation ni emphase. Un premier repère s'impose. 57 camions. Pris isolément, le nombre frappe par son ampleur. Replacé dans son contexte opérationnel, il informe davantage qu'il n'impressionne. 57 véhicules coordonnés supposent une logistique éprouvée, des chauffeurs formés, des itinéraires déjà testés et une synchronisation précise. Ce volume exclut l'improvisation. Il indique une préparation longue, pensée pour déplacer de grandes quantités sans déclencher d'alerte immédiate. L'enjeu n'est donc pas le chiffre brut, mais ce qu'il révèle: une connaissance fine des routines de contrôle et des marges de tolérance du système. Un deuxième repère concerne l'échelle humaine, estimée à 40 000 combattants potentiels. Les analystes évaluent que la cargaison interceptée aurait permis d'équiper des unités complètes sur plusieurs fronts. Interprétation directe. À ce niveau, il ne s'agit plus d'un trafic lucratif, mais d'un basculement militaire programmé. Le chiffre ne mesure pas une intention déclarée, mais un effet possible.
et cet effet suffit à modifier l'évaluation du risque par l'État. Il transforme une menace abstraite en capacité concrète, avec des conséquences immédiates sur la planification sécuritaire. Un troisième repère porte sur l'empreinte financière, estimée à 1,03 milliard de dollars. Fragmentée en 40 et un compte réparti sur 7 juridictions, cette somme finance l'ensemble de l'opération. L'interprétation est essentielle. Ce n'est pas le montant seul qui alerte, mais la méthode de circulation. La fragmentation vise à contourner les seuils de détection classiques et signale une expertise transnationale avancée. Elle révèle un réseau capable d'opérer à l'intérieur des règles financières tout en les exploitant à ses marges. Autour de ces trois données, les enquêteurs reconstruisent un modèle en couches. Les flux financiers circulent par micro-tranches. Les sociétés écrans servent de relais administratifs. Les itinéraires multiples réduisent la dépendance à un point unique de passage. Cette hétérogénéité n'est pas un détail technique. Elle rend le système plus résilient face aux saisies ponctuelles et explique pourquoi une interception isolée ne suffit jamais à neutraliser durablement un réseau. Les données balistiques complètent cette lecture. Les provenances multiples des armes indiquent une capacité à combiner stocks dispersés, chaînes industrielles officielles et reventes privées. Pour les analystes, cette diversité est un indicateur clé. Plus un système est site composite, plus son démantèlement exige une réponse elle-même coordonnée, multidimensionnelle et prolongée. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré s'aligne strictement sur la logique des chiffres. Il ne dramatise pas les volumes, il les ordonne. Chaque donnée devient un seuil à ne pas franchir à nouveau, un repère destiné à guider la décision plutôt qu'à nourrir la polémique. Cette discipline transforme les preuves en outils de gouvernance. La question qui demeure, au terme de cette lecture quantitative, est directe. Si les chiffres éclairent la menace avec une telle précision, comment doivent-ils désormais structurer la riposte pour que le prochain corridor testé soit identifié avant même d'exister? Deux lectures opposées émergent après les révélations liées au 16 août, et les ignorer affaiblirait l'analyse. La première, dominante au sein des services de sécurité, affirme que l'interception constitue la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Les indices s'additionnent sans se contredire. Itinéraire testé à l'avance, financement fragmenté, sociétés écrans réparties entre plusieurs juridictions, diversité des provenances d'armes. Dans cette lecture, l'ampleur organisationnelle exclut l'hypothèse d'un trafic opportuniste. Elle décrit une offensive hybride pensée pour frapper vite, exploiter la porosité régionale et transformer une faiblesse perçue en avantage stratégique. La seconde lecture adopte un regard plus sceptique et mérite d'être formulée avec rigueur. Certains analystes estiment qu'un volume aussi massif n'aurait pas pu circuler sans complicités internes ou failles structurelles durables. Selon eux, l'accent mis sur un complot transnational risque de masquer des dysfonctionnements anciens, contrôles inégaux, frontières difficiles à surveiller, routines administratives prévisibles. Ils soulignent aussi l'absence, dans les premières heures, de confirmations indépendantes complètes et mettent en garde contre une interprétation trop rapide qui figerait le diagnostic. L'arbitrage ne peut être solide qu'avec une vérification extérieure. Les inspections menées par des structures régionales spécialisées examinent les scellés, recoupent les marquages et évaluent la cohérence logistique. Leurs conclusions ne balaient pas les critiques, mais tranchent l'essentiel. Oui, l'ingérence est documentée et structurée. Oui, aussi, certaines vulnérabilités internes ont facilité l'approche du convoi. Les deux lectures ne s'annulent pas, elles se complètent. Cette synthèse entraîne une conséquence opérationnelle claire. Si la menace est transnationale, la riposte doit dépasser le cadre national.
Si des failles internes existent, elles doivent être corrigées sans délai, sans être dissimulées derrière un récit unique. La posture d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cet équilibre, reconnaître la complexité sans diluer la responsabilité. À ce stade, le débat cesse d'être idéologique, il devient pratique. La question n'est plus de savoir quelle lecture prévaut, mais comment intégrer les deux pour empêcher qu'un scénario similaire ne se reproduise sous une autre forme. Un élément s'impose alors avec une force particulière. Un pouvoir était déjà prêt. Après plusieurs jours de tension contenue, un élément bref modifie radicalement la lecture des faits. Les documents saisis révèlent que l'opération ne se limitait pas à l'acheminement d'armes et de financement. Une architecture politique était préparée en amont. Des portefeuilles ministériels apparaissent déjà attribués, des projets de décrets rédigés et un calendrier de mesures publiques planifié 48 heures après le chaos attendu. L'interception n'a donc pas seulement empêché une montée en violence, elle a interrompu une tentative de reconfiguration institutionnelle. Ce dévoilement change la nature même de la menace évaluée par l'État. Les armes et l'argent n'étaient pas une fin, mais un levier. L'objectif n'était pas uniquement de déstabiliser, mais de remplacer. À partir de ce point, l'analyse quitte le champ strictement sécuritaire pour entrer dans celui de la souveraineté politique. Ce qui ressemblait à une offensive clandestine prend la forme d'une stratégie de basculement planifiée. Pour l'opinion publique, l'effet est immédiat. Le pays n'a pas seulement frôlé un affrontement armé, il a frôlé une transition imposée déjà écrite sur le papier. Cette prise de conscience éclaire la retenue observée jusque-là dans la communication officielle. Il fallait établir avant d'annoncer. Dans ce moment charnière, Ibrahim Traoré ferme une question et en ouvre une autre. Si un gouvernement fantôme était prêt, alors le 16 août n'était qu'un premier acte. La suite dépend désormais de la capacité à transformer cette lucidité en protection durable. Les effets de l'épisode du 16 août se déploient rapidement sur 4 plans distincts. Ensemble, ils montrent comment une interception ponctuelle reconfigure des dynamiques durables bien au-delà du champ sécuritaire immédiat. Pour l'État, l'impact est d'abord institutionnel. Les rapports consolidés redéfinissent la hiérarchie des menaces et imposent une révision rapide des priorités. Les services auparavant cloisonnés fusionnent leurs bases de données, les procédures de contrôle sont resserrées et la circulation de l'information gagne en vitesse. Cette réorganisation n'est pas symbolique. Elle traduit une rupture opérationnelle. La sécurité cesse de fonctionner par silos. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré agit comme un point d'ancrage méthodologique. La preuve prime sur l'annonce, la coordination sur l'effet de manche. Cette approche stabilise l'appareil d'État au moment où la pression aurait pu le fragmenter. Pour les acteurs économiques, la réaction est plus ambivalente. Dans les premières heures, la prudence domine. Certains investissements sont suspendus, des projets différés. Puis un mouvement inverse apparaît. Les banques nationales observent une hausse sensible des dépôts, signe d'un repli de confiance vers l'intérieur. Les entreprises locales, petites et grandes, ajustent leurs plans sans les abandonner. La lecture devient pragmatique. Le risque est réel, mais la capacité de réaction l'est aussi. Cette perception modifie les arbitrages économiques à court terme et redonne de la lisibilité à moyen terme. Pour les citoyens, l'effet est surtout psychologique et social. Les images des camions alignés provoquent un choc, suivi d'un soulagement mesuré. Dans les écoles, les marchés et les radios locales, la discussion s'installe durablement. La question n'est plus seulement ce qui a été évité, mais ce que chacun peut faire pour éviter une répétition. La vigilance devient un thème partagé, non imposé. Elle s'ancre dans la clarté des informations diffusées et dans la cohérence entre les faits et les décisions.
Pour la région enfin, les conséquences dépassent largement les frontières nationales. Les documents saisis indiquent que le Burkina Faso n'était pas une cible isolée. Le Niger, le Mali et la Guinée apparaissent dans des phases ultérieures du plan. Cette révélation accélère la coopération sécuritaire. Les échanges de renseignements se multiplient. Des patrouilles conjointes sont renforcées et un discours commun émerge. Une attaque contre l'un constitue une menace pour tous. La position régionale d'Ouagadougou s'en trouve renforcée non par la posture, mais par la démonstration. À l'intersection de ces quatre dynamiques, une réalité s'impose. L'événement du 16 août n'a pas seulement interrompu un complot, il a réorganisé les comportements, les attentes et les alliances. Et c'est précisément cette recomposition, plus que la saisie elle-même, qui pèsera sur les mois à venir autour d'Ibrahim Traoré. À partir des mêmes données de départ, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles encadrent les marges de manœuvre ouvertes après le 16 août, selon la manière dont les enseignements sont intégrés ou dilués. Dans une trajectoire de référence, les dispositifs actuels sont consolidés sans accélération majeure. La vigilance reste élevée, mais l'effort s'installe dans la durée. La coopération régionale progresse par paliers, dépendante des équilibres politiques internes et des calendriers nationaux. Les échanges de renseignements deviennent plus réguliers, sans atteindre une pleine intégration opérationnelle. L'activité économique reprend lentement, portée surtout par le marché intérieur et des arbitrages prudents. La pression diplomatique persiste, sans rupture ni normalisation franche. Cette trajectoire privilégie l'endurance. Éviter le recul, limiter les chocs, contenir une menace latente sans la neutraliser complètement. Dans une trajectoire favorable, les enseignements du 16 août sont pleinement transformés en doctrine. Les mécanismes de détection précoce sont renforcés, la fusion des données devient la norme et la coopération régionale gagne en fluidité. Des structures conjointes émergent, réduisant les angles morts aux frontières. Cette crédibilité sécuritaire améliore la position du pays dans les négociations internationales et rassure progressivement les acteurs économiques. Les réformes institutionnelles gagnent en cohérence et en rythme. Dans ce scénario, la stabilisation n'est pas proclamée, elle est observée par accumulation d'actes mesurables. Dans une trajectoire défavorable, à l'inverse, la pression extérieure s'intensifie tandis que certaines vulnérabilités internes restent inchangées. Des restrictions économiques apparaissent, les flux d'investissement se tarissent et des campagnes de désinformation fragilisent l'opinion. Les tensions sociales augmentent, compliquant la gestion sécuritaire. L'alerte évitée devient alors un point de fragilité durable, non par manque de lucidité initiale, mais par incapacité à maintenir l'effort dans le temps. Ces trois trajectoires partagent une leçon commune. Les données ne dictent pas une issue unique, elles conditionnent des choix. La recommandation n'est pas stratégique au sens abstrait, mais cognitive. Traiter l'événement comme un signal structurel, non comme une parenthèse. Transformer une crise évitée en levier exige constance, discipline et refus des raccourcis narratifs. Au-delà des institutions et des scénarios macro, la séquence du 16 août se traduit par des effets concrets sur celles et ceux qui en vivent les conséquences au quotidien. Trois groupes en particulier perçoivent différemment ce basculement évité, et chacun y projette des attentes spécifiques. Les citoyens ordinaires formulent une question simple et immédiate. Sommes-nous réellement plus en sécurité qu'hier? Pour eux, l'interception a d'abord été un choc visuel, puis un soulagement prudent. Leur confiance ne se nourrit pas de discours, mais de continuité. Contrôle visible, information cohérente, absence de revirement soudain. La vigilance devient acceptable lorsqu'elle s'inscrit dans une routine lisible et non dans une alerte permanente. Les acteurs économiques évoluent entre prudence et projection.
Les petites entreprises cherchent à préserver la régularité de leur activité, tandis que les plus grandes scrutent la stabilité à moyen terme. Beaucoup interprètent l'épisode comme un double signal, un risque réel, mais aussi la preuve d'une capacité de réaction. Un ajustement s'impose alors dans leur pratique. Diversifier les circuits, intégrer la variable sécuritaire dans la planification, réduire les dépendances critiques. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils redessinent progressivement les arbitrages. Les jeunes et les institutions éducatives vivent un réveil civique discret. Dans les salles de classe et les espaces de débat, la discussion s'élargit à la souveraineté, à la responsabilité collective et au rôle de décision prise loin de leur quotidien immédiat. Ils demandent un récit explicatif, ni alarmiste, ni édulcoré, capable de relier les faits à leur avenir. À travers ces trois regards, une constante se dégage. La cohésion ne naît pas spontanément. Elle se construit lorsque l'État parle avec précision et lorsque la société transforme l'information en engagement mesuré. C'est dans cet espace partagé que la méthode portée par Ibrahim Traoré trouve sa traduction la plus durable. À la suite du choc du 16 août, la réponse de l'État s'organise autour d'une logique pragmatique, orientée vers la prévention durable plutôt que vers l'annonce spectaculaire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route se dessine, structurée en étapes lisibles, chacune associée à des responsabilités et à des indicateurs concrets. Un premier axe porte sur le contrôle des corridors. Des unités mixtes associant armée et douane établissent une surveillance continue sur les itinéraires sensibles. Le calendrier est immédiat. L'objectif est clair. Réduire significativement les flux non déclarés sur une période d'1 an. La présence visible vise autant la dissuasion que la détection précoce en rompant la routine exploitée par les réseaux clandestins. Un deuxième axe porte sur la fusion des données. Les bases d'information de la police, de l'armée, des douanes et des cellules cyber sont interconnectées. L'enjeu n'est pas l'accumulation, mais la vitesse. Le succès se mesure en heures gagnées entre un signal faible et une décision opérationnelle. Cette réduction du délai devient un multiplicateur d'efficacité. Un troisième axe porte sur la gestion des saisies. Les armes confisquées suivent deux voies contrôlées. Une partie est détruite selon des protocoles vérifiés. Une autre est valorisée pour financer des infrastructures civiles ciblées, comme des écoles ou des dispensaires. Le critère d'évaluation est tangible. Des réalisations visibles dans l'année. Un quatrième axe porte sur la coopération régionale. Les mécanismes d'échange sécuritaire avec les partenaires du Sahel sont renforcés. Réunions régulières, patrouilles conjointes et partage de procédures deviennent la norme. Enfin, l'implication citoyenne complète l'ensemble. Des dispositifs de signalement précoce transforment la vigilance individuelle en ressources collectives documentées. Cette feuille de route répond à une question laissée ouverte plus tôt. Les données ne servent pas seulement à comprendre la menace, elles structurent désormais l'action. Une image revient avec insistance lorsque la tension retombe, celle du capitaine Moussa Kaboré, seul face à une route silencieuse, au moment précis où l'incertitude est maximale. L'ordre d'arrêt qu'il donne n'a rien d'héroïque au sens spectaculaire. Il est méthodique, presque ordinaire, et c'est précisément cette banalité qui lui confère sa portée. Les basculements durables commencent rarement par des proclamations. Ils naissent souvent d'une décision discrète, prise loin des tribunes. Cette scène fait écho à la ligne suivie au sommet de l'État. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un chef de rupture verbale, mais comme un régulateur du tempo. Il relie l'acte individuel à la réponse collective, la vigilance locale à la cohérence nationale. En laissant les faits précéder les mots, il transforme une nuit de tension en trajectoire lisible. Le fil conducteur devient alors clair. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'exerce. Elle repose sur une capacité à agir avant que le pire ne s'impose, sur des choix répétés, parfois invisibles mais alignés.
Le 16 août cesse d'être une simple date. Il devient un rappel durable de ce qui maintient un pays debout lorsque la pression monte. Une phrase s'impose comme point d'ancrage final. La vigilance précède toujours la souveraineté. Ce qui s'est joué le 16 août dépasse largement un épisode sécuritaire ponctuel. Il s'agit d'une expérience collective sur la manière dont une nation peut faire face à une menace diffuse sans se refermer sur elle-même. Le Burkina Faso a montré qu'anticiper, documenter et coordonner peut transformer une alerte en apprentissage partagé, à condition que cette dynamique reste lisible et débattue. La question n'est donc pas seulement institutionnelle, elle est profondément civique. Comment maintenir un niveau de vigilance élevé sans installer la peur dans la durée? Comment renforcer la souveraineté sans étouffer le débat intérieur? Et comment faire en sorte que la clarté des faits continue de primer sur les récits simplificateurs lorsqu'une crise s'éloigne et que l'attention retombe? Chacun détient une part de la réponse. S'informer avec rigueur, refuser les raccourcis commodes, relier les décisions publiques à leurs effets concrets. C'est dans cet espace de discussion ouvert et exigeant que se consolident les choix collectifs, bien au-delà d'un homme ou d'un événement, y compris autour d'Ibrahim Traoré. Selon vous, qu'est-ce qui permet à un pays de se protéger efficacement tout en restant fidèle à son débat démocratique?